Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. La lutte renforcée contre la drogue et l'alcool, le Togo prend d'importantes mesures afin de mettre les couches de la population à l'abri de la consommation, surtout abusée. Également dans ce journal, la séance d'information sur les marchés des études, des projets du programme compact de la MCC. C'est dans l'optique de permettre aux potentiels soumissionnaires d'apprêter leurs offres. Et puis la passation de service après remaniement ministériel s'est poursuivie ce jour avec le ministère de la Communication et des Médias. La ministre Yawa Kuigan est désormais la patronne de ce département et porte-parole du gouvernement. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce mercredi. De nouvelles dispositions prises pour endiguer l'usage de la drogue et de l'alcool au Togo. La consommation de ces substances devient un problème de santé publique, une pandémie qui touche de nombreuses couches de la société. Des mesures pour ne pas laisser sombrer les populations, surtout la jeunesse. Écoutez ça là. Drogue, chicha, alcool, cigarettes. Les substances psychotropes ne sont plus vraiment les bienvenues au Togo. Le gouvernement, sur les instructions du président de la République, Faure Eswazimana Singbe, intensifie la lutte contre leur promotion et leur consommation. Devenu un problème de santé publique et d'insécurité pour le gouvernement, ces substances sont à combattre à tout prix. Des contrôles et des actions sont renforcés pour limiter la casse. Et chaque année, ce sont des dizaines de tonnes de ces matières nocives qui sont saisies et détruites par les autorités togolaises. Derrière cette disposition impulsée par le chef de l'État, un seul objectif, celui de préserver la santé des populations et lutter plus efficacement contre la criminalité. En la matière, les dispositions pénales de 1998 ont été fortifiées par de nouvelles décisions dissuasives en 2015. Conformément à la loi en vigueur dans le pays, la détention, l'achat, la consommation, la culture des plantes et substances classées stupéfiants ou psychotropes sont interdits et punis. Maintenant, l'alcool et la chicha sont aussi dans le viseur des autorités. Dorénavant, leur vente et consommation, surtout dans les lieux publics, lieux de travail, transports en commun, sont interdites et punies. Cette décision du gouvernement rejoint une autre offensive. Le sommet anti-médicaments contrefaits organisé à Lomé en janvier 2020 à l'actif du chef de l'État, Faure Eswazimana Singbe. Un sommet à l'issue duquel l'initiative de Lomé a été signée par plusieurs chefs d'État et de gouvernement. C'est un accord international qui vise à criminaliser le trafic de faux médicaments responsable de plus de 100 000 morts par an en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Face au fléau, le Togo se veut inflexible. Depuis 2015, le pays a mis à jour son code pénal. La peine encourue par les trafiquants de ces médicaments est désormais de 20 ans de prison et 50 millions de francs CFA d'amende. À la suite de son éligibilité le 14 décembre 2022 au programme compact de la Millennium Challenge Corporation, MCC, des États-Unis, le Togo a choisi de traiter les contraintes liées au secteur de l'énergie et des technologies de l'information et de la communication. Et pour la formulation donc du programme, le gouvernement togolais prévoit de recruter des cabinets pour réaliser des études de faisabilité des projets identifiés et de proposer leurs modalités de mise en œuvre. C'est à ce titre qu'a été organisée une séance de sensibilisation pour permettre aux potentiels soumissionnaires d'apprêter leurs offres. Carmen Madiakapo, Karine Olanlo. La cellule en charge de la formulation du MCC veut recruter des cabinets d'études pour réaliser des études de faisabilité des projets identifiés pour faire partie du programme compact du Togo et de proposer leurs modalités de mise en œuvre. Le coordonnateur de la cellule chargée de la mise en œuvre du compact au Togo veut donc donner les moyens aux commissionnaires d'élaborer leurs offres.
Ce webinaire vient donc sensibiliser les acteurs sur les différents marchés de ces études. Le Togo est devenu éligible au dit programme en décembre 2022 et a souhaité de lever les contraintes liées au secteur de l'énergie et des technologies de l'information et de la communication. L'ambition du gouvernement du Togo, sous le leadership de son Excellence Faure Essozomna Gnassingbé, est de faire du Togo une nation dont l'économie est prospère et inclusive. Cette vision est celle qui nous motive dans la formulation des projets du programme Compact, dont les impacts vont permettre de booster la croissance économique, mais surtout de réduire la vulnérabilité et la pauvreté dans notre pays. Le programme Compact du Togo est une initiative majeure qui vise à stimuler la croissance économique, créer des emplois, améliorer la qualité de vie des populations. C'est un partenariat d'envergure entre le gouvernement togolais et le Millennium Challenge Corporation, MCC, des États-Unis. Dans le monde de l'entreprise, il arrive qu'un fournisseur ne respecte pas ses engagements de livraison de produits et autres. Un risque que toute PME doit éviter en identifiant les fournisseurs stratégiques pouvant lui assurer une stabilité. Le mercredi de l'entrepreneur de ce mois s'attelle donc à aider les entreprises à identifier les risques fournisseurs et à pouvoir les gérer. Marie-Onge Bidal. Diriger une entreprise, c'est anticiper et identifier très tôt les entraves au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment les risques fournisseurs. Ils peuvent occasionner des retards de production ou encore créer la faillite d'une société. À ce mercredi de l'entrepreneur, l'NPGF se charge d'apporter aux entrepreneurs la bonne information sur le risque fournisseur. Il y a les risques au niveau du marché et au niveau de l'État. Il y a les risques financiers, il y a les risques aussi d'image, il y a les risques contractuels. Voilà l'ensemble de ces risques, ces différents types de risques qu'il faut travailler pour identifier. Pour éviter ces risques, il faut les classer et il faut les gérer pour qu'à chaque instant, qu'on sache que c'est possible que tel risque chez tel fournisseur puisse se réaliser. Et s'il se réalisait, comment est-ce qu'on fera ? Comment est-ce que je vais me prendre pour que lorsque ce risque vient, je peux m'en sortir? Parce qu'il ne faut jamais que l'entreprise cesse de fonctionner. Il revient donc aux responsables des PME de déterminer les fournisseurs stratégiques afin de tisser avec eux une relation stable basée sur la confiance. L'Agence nationale de la promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises y tient. Il faut noter que les risques fournisseurs peuvent impacter la productivité et l'évolution des entreprises. C'est pourquoi il demeure crucial pour une PME de savoir les gérer et les maîtriser. Une entreprise qui comprend les risques auxquels elle est exposée est en mesure de prendre des actions, de trouver des solutions pour réduire les conséquences de ces incidents. Au sortir de la formation, nous offrons ce qu'on appelle des training days, c'est-à-dire des formations approfondies de 2 ou 3 jours au cours desquels les opérateurs économiques auront à se familiariser, à approfondir le sujet qui sera développé. C'est devenu une tradition pour la NPGF. Chaque mois, elle organise une rencontre avec les entrepreneurs sur des sujets d'intérêt pour le plein épanouissement des entreprises togolaises. C'est aujourd'hui la journée africaine de la propriété intellectuelle. Elle est célébrée au Togo par la 4e édition des Awards de la marque OAPI. L'événement met en lumière les entreprises des États membres de l'organisation qui utilisent le système de protection de la propriété industrielle. Carmen Madiakako, en savoir davantage. 3 jours pour célébrer les marques africaines. Et c'est à travers les awards de la marque OAPI 4e édition. Cette caravane annonce les couleurs de l'événement qui se tient à Lomé du 13 au 15 septembre 2023. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI
veut ainsi promouvoir et protéger les marques Made in Africa. Les Awards de la marque OAPI est une compétition ouverte à toutes les entreprises établies dans les 17 pays membres de l'OAPI. Cette conférence de presse lance donc les activités de cette grande célébration qui veut faire des marques un outil de compétitivité sur le marché de libre-échange. Alors, les activités prévues sont de plusieurs ordres. Il y a évidemment cette conférence de presse. Il y aura des ateliers de formation, des déjeuners, débats et il y aura le clou de l'événement, une soirée gala au cours de laquelle les différents nominés, les différents résultats seront proclamés et ça sera pour le vendredi 15 septembre 2023. Cette quatrième édition qui se déroule ici à Lomé aura pour particularité que nous aurons un prix spécial pour les petites et moyennes entreprises qui constituent l'essentiel des acteurs économiques dans nos États. Pour se développer, toute entreprise doit acquérir un avantage compétitif. Le système de protection de la marque de l'OAPI se positionne comme un outil conférant cet avantage à l'entreprise. La marque de l'OAPI ne peut pas mieux tomber pour notre pays, le Togo. Au niveau de la feuille de route gouvernementale 2025, le Togo est devenu une plateforme sur le plan du transport, sur le plan industriel et sur le plan agricole. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées, qui sont en train de se développer. Et pour que ces produits soient connus, nous avions besoin forcément de mettre des marques là-dessus. Et justement, ce sont ces marques qui sont célébrées aujourd'hui, 13 septembre, la journée des marques en Afrique. Pour ces awards de Lomé, 4 principaux prix seront décernés. Le Grand Prix Award de la marque OAPI, le prix de la marque régionale, le prix de la PME et le prix du public. Cap sur Kara pour l'ouverture du colloque scientifique international de l'Université de Kara, 5e du genre, 5 jours d'échange sur les travaux de recherche. Cette rencontre est axée sur le développement inclusif de l'Afrique de l'Ouest et la croisée des méga-tendances mondiales. Quel défi pour les plans nationaux de développement? Nestor Mouzou. Le premier a été tenu en 2014. Aujourd'hui, l'Université de Kara est à son 5e colloque scientifique international. Une rencontre du donner et du recevoir qui rassemble les enseignants-chercheurs de divers horizons pour exposer les résultats de leurs recherches afin que tous participent à leur amélioration et à leur mise en valeur. Le colloque, c'est un cadre de partage, de communication. Ce qu'on cherche, si on ne le communique pas autrui, personne ne saurait quoi en faire. Généralement, le chercheur, ce n'est pas lui qui utilise forcément le résultat de sa recherche. Il y a quelqu'un d'autre qui œuvre dans le domaine du développement, qui a besoin juste que le chercheur fasse son travail pour que lui il utilise les résultats de sa recherche pour le développement. Voilà pourquoi nous devons nous retrouver ici. Ce colloque, l'Université de Kara l'a organisé conjointement avec l'Université de Parakou au Bénin. Le partenariat entre les deux institutions a commencé en 2005. Le recteur de l'Université de Parakou, tout en saluant l'existence et le renforcement de ce partenariat, a apprécié la portée de ce 5e colloque et le thème retenu qui est le développement de l'Afrique de l'Ouest à la croisée des méga-tendances mondiales. Quel défi pour les plans nationaux de développement? La collaboration entre nos institutions sœurs n'est pas seulement opportune, elle est nécessaire. Car c'est en conjuguant nos ressources intellectuelles et matérielles que nous maximiserons notre impact dans la société. Les acquis d'hier sont remis en cause pour de nouveaux challenges. Les conflits et les crises récurrentes affectent de manière disproportionnée l'économie mondiale et plus particulièrement le développement durable de l'Afrique. Il est donc plus impératif que jamais de concentrer nos efforts de recherche sur ces questions brûlantes. Le renforcement de la recherche sur les systèmes durables d'énergie, d'alimentation et de gestion des ressources est donc indispensable. Ces défis sont en parfaite adéquation avec le thème de notre colloque et exigent une réponse unifiée de la communauté scientifique.
À son tour, le nouveau président de l'Université de Kara s'est aussi félicité de la qualité de la collaboration qui existe entre son institution et l'Université de Parakou. Concernant le colloque, il a souligné que celui-ci tiendra toutes ses promesses et atteindra les objectifs poursuivis. On nous a toujours reproché. En fait, vous cherchez quoi? Dès lors qu'on a déjà tout trouvé. Est-ce que ceux qui nous posent ces questions ont-ils raison ou tort? C'est à nous de démontrer le contraire. C'est à nous de dire, orientons nos recherches vers la résolution des problèmes qui minent nos sociétés. Je peux légitimement m'en féliciter que la moisson sera abondante au regard de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité qui caractériseront les débats durant les 5 jours. Cet atelier, fait de communication, de conférences et de tables rondes, vont meubler le colloque. La conférence inaugurale a été animée par le professeur lieutenant-colonel Prenam Hozo Mozo, vice-doyenne de la faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara. Elle a abordé l'aspect transversal du thème central et évoqué le contexte de conception des plans nationaux de développement en Afrique de l'Ouest, les résultats obtenus et proposé des pistes de solutions pour relever les défis de la mise en œuvre de ces plans nationaux de développement, notamment dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la sécurité. Remaniement ministériel, venons-en à la passation de service au ministère de la Communication et des Médias. Professeur Akoda Ayewadan passe le témoin à la nouvelle patronne des lieux, la ministre Yawa Kuigan, porte-parole du gouvernement. Ulrich Amiga. Après 3 années passées à la tête du ministère de la Communication et des Médias, professeur Akoda Ayewadan passe la charge à Yawa Kuigan, nouvelle patronne des lieux. Le désormais ex-ministre exprime toute sa gratitude au président de la République, Faure Ozimnania Singbe, qu'il a tenu à remercier pour la confiance placée en lui. Pour le ministre, secrétaire général du gouvernement, Christian Eninam Trimois, cette transition démontre la continuité d'un renouveau porté par les plus hautes autorités du pays pour la transformation de ce secteur. Une vision que tient à renforcer Yawa Kuigan, le nouveau ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Elle a exprimé toute sa déférence au chef de l'État pour cette tâche républicaine dont elle est désormais porteuse. Le travail, la détermination, l'engagement, l'exigence, l'excellence et l'innovation, voilà ce qui caractérise sa feuille de route. Mes premiers mots seront naturellement pour exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence, M. Faure Ozimnania Singbe, président de la République, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne. Mon objectif sera de poursuivre et d'approfondir le travail qui est déjà en cours. La voie que vous avez tracée, professeur Ayewadan, est une voie de progrès. Il est absolument essentiel d'en maintenir les fondamentaux, conformément à la vision du chef de l'État et à l'impulsion de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. L'ingrédient principal que je vous propose, chers collaborateurs, est le travail. Le travail et encore le travail. Collaboration et innovation, transparence et abnégation sont les repères sur lesquels je voudrais voir l'ensemble des équipes se rassembler. Avant d'être nommé le 8 septembre dernier ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Yawa Florence Kuigan était jusqu'alors directrice adjointe de la communication et de l'information du président de la République. Maire de la commune Ogo 1, elle porte depuis 2020 la casquette de présidente de la fêtière des communes du Togo. Il y a moins d'un mois qu'elle a été élue à Abidjan, première vice-présidente du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. À retenir également de ce journal l'annonce de la session extraordinaire de l'Union africaine qui se tiendra du 18 au 22 septembre prochain. C'est à travers une conférence de presse animée hier à Lomé. Et Tonam Abouchi, Immaculée Baoué Abalo, commentaire sur image, Marie-Onge Bida.
La première session extraordinaire générale de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine au Togo promet d'être une conférence de 4 jours d'une envergure sans précédent. Cette réunion rassemblera non seulement les délégués de tous les pays africains, mais également des représentants de l'Australie, de l'Océanie, de la Nouvelle-Zélande, de la Chine, de l'Inde et du Canada. Ce rassemblement international a pour objectif de favoriser des échanges constructifs autour des thèmes centraux de la diplomatie, de l'entrepreneuriat et de la consolidation. L'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine est une plateforme continentale d'échange avec la jeunesse qui fait partie de l'Union africaine avec 154 pays membres et 148 pays observateurs. Le Togo a été choisi en tant que pays de paix, comme on le dit souvent, le meilleur pays de la paix pour toute l'Afrique. Cette initiative ambitieuse est une étape cruciale pour concrétiser l'agenda de l'Afrique 2063 et assurer un développement durable pour le continent. La jeunesse togolaise se joint à ses homologues du monde entier pour trouver des solutions adaptées aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Les questions que les panélistes seront là parce qu'on a des ministres venant des autres pays. Nous avons également des présidents qui seront là, ensemble avec la jeunesse également. Nous allons débattre pour voir quel serait notre apport pour lutter vraiment contre le terrorisme en Afrique. Et à côté de ça également, quelle serait la place de la jeunesse dans la diplomatie? Parce qu'il ne faut pas se perdre la face pour dire que c'est nous qui bougeons le plus et que c'est nous qui arrivons à échanger avec les uns et les autres dans les autres pays également. Plus de 700 participants venus d'horizons divers participeront à cet événement majeur. Au cours de ces 4 jours, de nombreuses thématiques seront éclairées par différents panélistes de renom. Les attentes sont grandes car cette assemblée aspire à réaliser des avancées significatives dans de multiples domaines. L'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine a été créée lors du 2e forum de la jeunesse de l'Union africaine en avril 2019 à Addis Abeba, en Éthiopie. L'actualité, c'est aussi la Libye. La ville de Derna compte ses morts après le passage de la tempête Daniel. Les premiers secouristes dépêchés sur place ont découvert des centaines de corps. Le récent bilan fait état de plus de 3 900 morts et des milliers de disparus. Derna, la ville libyenne de 100 000 habitants, la plus touchée par les récentes inondations, a vu son paysage se métamorphoser après le passage de la terrible tempête Daniel dimanche dernier. Dans la ville côtière de la Méditerranée, les dégâts sont manifestement considérables. Sous le poids des pluies torrentielles, 2 barrages ont éclaté, générant un mur d'eau dévastateur pour les maisons de la ville, mais aussi ses habitants. Plus de 5 200 personnes ont perdu la vie à Derna, selon une déclaration du ministère de l'Intérieur du gouvernement de l'Est, alors que 10 000 autres seraient toujours portés disparus dans le pays. Les zones voisines de l'est de la Libye n'ont pas été exemptées des ravages de la tempête Daniel, où selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, des villages entiers ont été submergés par les inondations. Mercredi, un responsable du centre d'ambulance et d'urgence de l'est de la Libye a affirmé que le nombre de morts pourrait augmenter à Derna, dans la mesure où les équipes de recherche et de sauvetage continuent de ramasser des corps dans les rues, les bâtiments et la mer. Du côté du Maroc, les opérations de secours se poursuivent. Après le puissant séisme, des convois d'aide privée se rendent dans les localités enclavées pour distribuer des vivres aux sinistrés. Le roi Mohamed VI était mardi au chevet des blessés au centre hospitalier de Marrakech. Le roi Mohamed VI s'est rendu mardi au centre hospitalier universitaire de Marrakech. Il a visité le service de réanimation et celui d'hospitalisation des victimes du séisme. Le tremblement de terre survenu vendredi dernier a fait plus de 2 900 morts et 5 600 blessés. Le roi, qui était suivi pour ses problèmes de santé en France au moment de la tragédie, est rentré dans son pays. Samedi dernier, il avait présidé une réunion consacrée à l'examen de la situation et les mesures d'aide aux populations touchées. Parmi les mesures adoptées, l'installation des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans les zones enclavées.
Les cas graves sont transférés à Marrakech. Selon le chef du gouvernement Aziz Akanouche, des solutions sont à l'étude pour les sans-abri. Avant de quitter le centre hospitalier de Marrakech, le roi Mohamed VI a fait un don de sang et s'est offert un bain de foule. Le Nord Togo est aussi victime des catastrophes naturelles et de conflits intercommunautaires. Des vivres et non-vivres ont été offerts aux sinistrés par le chef de l'État, Faure Essouzimna Gnassingbé, pour les soutenir, dont distribués aux bénéficiaires dans la région de la Kara par le ministère chargé de l'action sociale. Nestor Mouzou. Des vivres et non-vivres destinés aux sinistrés des catastrophes naturelles au cours du deuxième trimestre de l'année et aux victimes des affrontements intercommunautaires dans la région de la Kara. Le cri de détresse des victimes est parvenu au président de la République et au gouvernement. Des instructions ont été données au ministère de l'Action sociale pour apporter un soutien à ces victimes. L'opération d'assistance est lancée à Kanté, dans la préfecture de l'Akiran. Ces vivres et non-vivres sont un don du chef de l'État qui ne veut laisser personne de côté. Ces vivres vont permettre aux victimes des catastrophes de se relever des dégâts occasionnés par ces catastrophes naturelles. Cette année, il y a eu des conflits interethniques au niveau de la préfecture de l'Akiran. Donc ça a été une occasion pour nous de faire passer les messages de paix, de tolérance, d'acceptation de l'autre, d'y vivre ensemble. Nous avons profité de cette situation pour exhorter les populations à suivre les informations météorologiques, surtout que nous sommes en pleine saison pluvieuse, pour redoubler de la vigilance. Les bénéficiaires sont très sensibles à cette action de solidarité du gouvernement. Ils lui ont témoigné leur reconnaissance. On nous a donné les tôles, l'huile, les vivres et les vêtements et le savon. Je remercie premièrement le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, pour nous avoir aidés. Je conseille mes frères, pour nous aider, on va vivre ensemble, vivre en harmonie, avoir la cohésion et comprendre l'autre. 399 ménages ont été touchés par les calamités pour 3020 victimes. Le secrétaire général de la préfecture de l'Akiran, Sefiou Bello, a joint sa voix à celle des bénéficiaires pour remercier le gouvernement pour l'assistance qu'il leur a apportée. Après Kanté, l'opération de distribution du don s'est poursuivie dans 29 autres localités. À noter que l'ONG Direcpo a doté la localité d'une salle informatique, de latrines et un forage. C'est pour répondre aux besoins manifestés par les populations de ce canton. Norbert Agbedanou, reportage présenté par Karine Olanlo. Fini la corvée d'eau dans la localité de Direcpo. L'ONG Direcpo en joie vient de remettre un forage pour les soulager. En dehors de cet ouvrage, l'ONG Direcpo en joie offre aussi un bâtiment doté de matériel informatique au lycée Direcpo et des latrines à l'école primaire publique. Ceci pour permettre aux élèves de suivre des cours d'initiation à l'informatique. Des surprises qui amènent les populations à témoigner leur gratitude aux donateurs. Avant, pour puiser de l'eau, il y a des distances qu'on parcourt avant de trouver de l'eau. Donc, je remercie vraiment à la Tena France de mettre de l'eau et je prends en joie pour cette initiative. Ce qu'on vient de nous donner, vraiment une grande joie pour la communauté. Ça vient nous aider, surtout les enfants, à être dans de bonnes conditions pour les études. Nous invitons les élèves d'aujourd'hui à être vraiment des laborieux en utilisant la salle d'informatique et tout ce qu'on vient de mettre à leur disposition. Regroupés dans l'ONG Direcpo en joie, les cadres de ce canton ont choisi de s'atteler à la recherche de solutions aux maux qui minent le développement de leur localité. L'école, c'est une grande école qui est là depuis sans eau potable.
Donc on a décidé de faire la main aux ONG de nous aider à rétablir. C'est pourquoi ce ouvrage est financé par ONG Eau et Développement France. Notre POANJO a décidé de l'accompagner en même temps pour que ça soit au complet avec le sanitaire. On a décidé de donner la liberté aux enfants de rentrer bien dans le travail et on a cet objectif d'installer salle d'informatique. C'est donc d'une valeur d'environ 13 654 000 francs CFA est une action conjuguée des cadres du canton de Djirikbo avec l'appui technique et financier de l'ONG Antena France et Sogea Satom pour Afrique. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, l'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.